Pierrot le Fou est un film charnière dans le parcours de Godard. Il marque de façon flamboyante, en 1965, la fin et l'apothéose d'une première période de son cinéma. Il y récapitule tout ce qu'il a inventé et expérimenté dans tous les sens, depuis À bout de souffle en 1959. C'est un feu d'artifice où il brûle d'une certaine façon son cinéma d'avant. C'est un film lyrique et romantique où Godard est très inspiré par la Méditerranée. Après ce film, il va retourner sur Terre, au plus près du réel français, de façon presque documentaire. Pierrot le Fou fait partie des films mythiques de Godard, avec À bout de souffle et Le mépris. Ce mythe, il l'a alimenté lui-même dans ses déclarations à la sortie du film, en accréditant la légende d'un film inventé au jour le jour, sans véritable préparation ni planification. Tous les documents de travail prouvent au contraire que c'est un film minutieusement préparé à l'avance, avec un plan de travail très rigoureux et des repérages précis. Cette préparation était indispensable pour un tournage loin de Paris, avec des décors multiples et parfois éloignés les uns des autres. Godard a sans doute vécu ce tournage comme une invention permanente des formes et des détails, jour après jour, plan après plan, mais en suivant scrupuleusement, ligne à ligne, un scénario très précis découpé en 27 séquences. Anna Karina raconte qu'il n'y a pas eu d'improvisation de dialogue sur ce tournage, où le texte, même écrit au dernier moment, devait être respecté mot pour mot, à l'exception de la phrase « Qu'est-ce que je peux faire, je sais pas quoi faire ?» qu'elle a réellement proposée à Godard juste avant de tourner le plan, où elle marche à la lisière de la mer. Le film est une adaptation très précise et fidèle d'un polar américain de Lionel White, Le démon de 11 heures. Dans le roman, la jeune fille a 17 ans et l'homme 38. Godard a pensé un moment confier le rôle de Pierrot à Richard Burton, qui avait alors 44 ans, et celui de Marianne à Sylvie Vartan, qui en avait alors 21. Mais il va abandonner le côté Lolita du livre, qui ne l'inspire pas trop, et confie les deux rôles à Anna Karina et à Jean-Paul Belmondo. Tous les deux lui doivent leur entrée en cinéma 6 ans plus tôt. Ce qui intéresse Godard dans le roman de White, c'est l'histoire du couple en cavale, dont il veut faire le dernier film romantique. Il s'obligeait, dans le scénario écrit, de raconter l'intrigue policière dans laquelle Marianne va embarquer Ferdinand, une histoire de bande rivale et de trafic d'armes et d'argent. Mais au tournage, il n'a aucune envie de perdre du temps et de l'énergie créatrice pour filmer des scènes purement narratives qui détourneraient son film du sujet qui l'intéresse. Il se contente de filmer très rapidement quelques plans signalétiques du genre policier pour évoquer ces épisodes. Un de ses mots d'ordre était à l'époque « Mieux vaut montrer l'histoire que la raconter ». Dès l'écriture du scénario, Godard citait déjà La Chienne, Le crime de Monsieur Lange, La fin des temps modernes, Nanook l'Esquimau. Pierrot le Fou est l'un des films où il assume et revendique les films qu'il a aimés dans ses années de cinéphile et qui le constituent comme cinéaste. Il en reprend parfois littéralement certaines scènes, comme celle de la voiture du couple amoureux, précipité à la mer, dans un acte gratuit flamboyant qui vient directement de Ruby Gentry de King Vidor. Mais un film en particulier hante sans cesse Pierrot le Fou, c'est Monica de Bergman. Quand il était critique, Godard avait écrit 2 textes très inspirés sur ce film au moment de sa sortie. Pierrot le Fou est une réminiscence permanente de ce film qui était annonciateur en 1953 de la modernité de la nouvelle vague qui allait arriver 6 ans plus tard. La structure de l'histoire est la même. Un couple quitte la ville et sa vie sociale normale pour se retrouver en amoureux sur une île supposée déserte. Après un bref moment de bonheur édénique et de suspension du temps, le couple se retrouve cerné par le monde qu'ils avaient fui, la femme s'ennuie, et sa trahison, comme dans À bout de souffle, précipite la catastrophe finale. Dans le scénario,
Godard avait prévu, bien avant le tournage et le montage, que les deux voix entrelacées de Marianne et de Ferdinand commenteraient de temps en temps, en off, les événements que nous leur voyons vivre au présent. Pour la scène de la traversée de la France, il notait « On entend, en même temps, une sorte de commentaire, à la fois extérieur et intérieur, dit tour à tour par la voix de Marianne et de Ferdinand. Mais cette voix off, qui parle depuis un point futur dans le temps, au-delà de leur mort, vient directement de celle du couple à la fin du film de Mizoguchi, l'impératrice Yankifi. C'est Anna Karina qui fait se rencontrer Godard et Georges Duhamel. Elle l'a croisée sur le film de Maurice Ronet, Le voleur du Tibidabo, où elle était actrice. Le musicien, qui admire Godard, est très déçu, à leur première rencontre, lorsque celui-ci lui demande simplement un twist pour le plan de la jeune fille devant le jukebox, et une évocation musicale de « Tout va très bien, Madame la Marquise », quand Belmondo passe devant le bar de la Marquise. Mais un peu plus tard, après une projection du film en cours de montage, Godard lui parle de Schumann et lui amène un disque de la 3e symphonie, ce qui parle beaucoup à Duhamel, qui compose librement, sans contrainte de durée, 2 thèmes musicaux qui correspondent pour lui à la dualité entre la face Pierrot et la face Ferdinand du personnage de Belmondo. Godard travaillera de façon très segmentée au montage les morceaux composés par Duhamel, qui deviendra avec ce film un musicien emblématique de la Nouvelle Vague, collaborant avec Truffaut pour 4 films, et 2 fois encore avec Godard pour Made in USA et Weekend. Si Anna Karina avait pensé à Duhamel, c'était d'abord pour les chansons du film. Mais en repérage en voiture dans le Var, Godard entend à la radio Jeanne Moreau chanter les chansons de Bassiac, dont Le Tourbillon que Jules Gym a rendu célèbre. Il débarque au petit matin chez Resvani, dans sa maison de la gare de Fresnay. Celui-ci lui fait écouter 3 chansons qu'il vient juste d'écrire. Godard décrète que c'est exactement ce qu'il lui faut pour son film. Il en intégrera 2 dans son histoire. Ces chansons ont été enregistrées en son direct pendant les prises, sans recours au playback. On y sent les trous d'air de la prise de son en direct à la perche, notamment dans les plans larges, à une époque où les micros HF n'existaient pas encore. Une question, finalement pas si futile que ça, a toujours travaillé les Godardiens. Des 2 films méditerranéens de Godard, le classique Mépris et le romantique Pierrot le Fou, lequel aime-t-il le mieux? L'Apollinien ou le Dionysiaque? Le plus classique ou le plus romantique de ces films des années 60?